Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Gabrielle. Et moi Sophia. Bienvenue dans Confluence. Aujourd'hui, on plonge dans les sources fournies pour une exploration assez fascinante, je trouve. On va regarder comment le corps, la sexualité des femmes, a été vu de manière radicalement différente selon les époques et les cultures. Oui, c'est ça. On va mettre en parallèle d'un côté la longue histoire du diagnostic d'hystérie en Occident et de l'autre, une certaine reconnaissance du plaisir féminin dans des traditions musulmanes historiques. Voir un peu comment ces regards se croisent ou s'opposent. Commençons par l'Occident, si vous voulez bien. L'hystérie. Déjà le mot, ça vient du grec hystéra. L'utérus. Exactement. Et l'idée, qui remonte à l'Égypte ancienne puis aux Grecs comme Hippocrate, c'était que cet utérus, s'il n'était pas occupé par une grossesse ou par des relations sexuelles, il pouvait en quelque sorte se balader. C'est ça, errer dans le corps et provoquer toutes sortes de troubles. Une idée un peu folle aujourd'hui, mais très persistante. Et au XIXe siècle, alors là, ça devient presque une épidémie, ce diagnostic. On pense forcément à Charcot, à la salpêtrière. Ah oui, Charcot et ses patientes, l'hypnose, ils voyaient ça comme un trouble neurologique. C'était très spectaculaire, ces leçons. Et Freud, qui a été son élève, lui, il a plutôt cherché du côté psychologique. Il y voyait l'effet d'une répression sexuelle intense. C'est ça. Et les traitements, alors là, c'est... Oui, c'est là qu'on tombe sur des choses assez surprenantes dans les sources, non ? Le repos forcé, bon, d'accord, mais aussi les massages pelviens. Par les médecins, ouais. Pour calmer l'utérus, soi-disant. Et le plus étonnant, révélé par Rachel Maines dans ses travaux, le premier vibromasseur électrique, c'était un outil médical. Tout à fait. Pour provoquer ce qu'ils appelaient pudiquement un paroxysme hystérique. Un euphémisme pour l'orgasme, en fait. Pour soulager les symptômes de l'hystérie. C'est paradoxal quand on y pense. Complètement. On nie ou on ignore le plaisir, mais on invente une machine pour le provoquer médicalement. Ça en dit long sur le malaise de l'époque en Occident. Et c'est là que le contraste avec ce que mentionnent d'autres sources devient intéressant. Exactement. Parce que au même moment, ou même bien avant, dans certaines traditions du monde musulman, on abordait le plaisir féminin, disons, plus directement. Oui, on trouve des textes comme le Nuzhat al-Albab d'Al-Tifashi, au XIIIe siècle déjà, qui en parlent, parfois même comme d'une obligation dans le cadre du mariage. Le plaisir de l'épouse vu comme un dû. Et il y a aussi toute la poésie érotique arabe. On a l'exemple d'Al-Dahana au 7e siècle qui montre des femmes exprimant leurs désirs. Alors attention, comme le soulignent justement les sources, il faut nuancer. Bien sûr, oui. Tout ça s'inscrivait dans des cadres sociaux, religieux, souvent très patriarcaux et stricts. Ça variait énormément. Ce n'était pas l'émancipation telle qu'on l'entend aujourd'hui. Non, absolument pas. Mais le contraste reste frappant. D'un côté, cette tendance à pathologiser en Occident, à voir ça comme une maladie. Une forme d'intégration, même si elle est très contrôlée, très codifiée, de ce plaisir dans la norme sociale ou conjugale. Et il ne faut pas oublier non plus que cette pathologisation occidentale, l'hystérie, ça a aussi été un puissant outil de contrôle social. Ah oui, ça c'est clair. Qualifier une femme d'hystérique, c'était un moyen facile de la marginaliser si elle sortait un peu du rang, si elle était jugée trop émotive ou trop indépendante. Ou juste dérangeante, quoi. Ça justifiait de l'exclure, de la mettre à l'écart, voire de lui imposer des traitements parfois très lourds. Et il a fallu attendre quand même assez tard, le milieu du XXe siècle, pour que la science occidentale... Masters et Johnson. Oui, voilà, Masters et Johnson, pour qu'on commence à décrire et reconnaître la physiologie de l'orgasme féminin pour ce qu'elle est, sans jugement médical ou moralisant. Et finalement, le mot hystérie lui-même, il a fini par disparaître des classifications médicales. C'est ça, avec le DSM-3 en 1980, on a enfin reconnu que c'était un terme trop vague, trop fourre-tout et surtout profondément biaisé par l'histoire et la culture. Les symptômes, eux, ont été reclassés ailleurs. Troubles de conversion, troubles somatoformes, des choses plus précises. Donc, si on essaye de résumer un peu cette exploration à travers les documents ENISEC, on a vu cette longue histoire en Occident de, on peut dire, mécompréhension, de pathologisation du corps féminin, avec des épisodes assez incroyables, comme le vibromasseur médical. Et en face, ou du moins en parallèle, une reconnaissance plus ancienne, certes encadrée et limitée, du plaisir féminin dans certaines traditions musulmanes. Une histoire beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine souvent. Et ça nous amène peut-être à une dernière question pour la réflexion, une question qui fait écho à des enjeux très actuels soulevés aussi dans les textes anciens, même si le diagnostic d'hystérie a disparu.
Oui. Hmm. Comment est-ce que cet héritage culturel, ces biais historiques continuent peut-être d'influencer de manière plus subtile, plus insidieuse, notre façon d'aborder la santé des femmes aujourd'hui? La santé physique, mais aussi mentale. C'est une excellente question. Quelles sont les zones d'ombre qui restent? Ça mérite qu'on y réfléchisse encore. Voilà qui termine notre discussion pour aujourd'hui. Si cette exploration vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et bien sûr à vous abonner à Confluence pour les prochaines. À très bientôt.